Le sommeil est devenu aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique. Un Français sur 3 souffre de troubles du sommeil. Et la population militaire ne fait pas exception. En opération, ils sont confrontés à des activités quasi ininterrompues, ne leur offrant que de rares périodes de repos. Face à cette problématique, des médecins-chercheurs militaires étudient les mécanismes du sommeil. Leur mission, aider les combattants à mieux gérer leur fatigue pour rester vigilants. Quelles sont les conséquences d'une privation de sommeil et quelles peuvent être les méthodes pour lutter contre la fatigue? Une équipe du Journal de la Défense est allée à la rencontre des médecins et des chercheurs du service de santé des armées, mais aussi de militaires sur le terrain pour connaître les bons outils de gestion de la fatigue opérationnelle. Vous relâchez les temps. Vous êtes bien. C'est l'ennemi numéro 1 du militaire, la fatigue. En opération, les soldats sont régulièrement soumis à des conditions de travail exigeantes, impliquant des nuits très courtes. Ouais, c'est nickel, c'est pour ça. Les nuits de moins de 5 heures, c'est régulier. Après, pour le gérer, c'est café. Et puis, on gère des choses à droite à gauche. On va voir tous les mecs, on discute. Faut que le temps passe vite, sinon on ressent la fatigue. Là, dans les véhicules, dès qu'on a un temps mort ou le matin, on s'est levé très tôt, et qu'on a 1 heure de roulage, les mecs, ils dorment pendant une demi-heure. Il y en a un qui est toujours en permanence à l'arrière. Et puis après, on alterne. Chacun se repose un petit peu, dès qu'on a un temps mort. Ces dernières années, avec l'augmentation du rythme des missions, la gestion du sommeil, la fatigue et la récupération sont devenues des problématiques importantes chez les militaires. Pour y répondre, l'unité fatigue et vigilance de l'Institut de recherche biomédicale des armées étudie les causes et les effets du manque de sommeil et met au point des stratégies pour y remédier. Le sommeil, c'est une mise au repos de l'organisme qui permet tout d'abord de se régénérer sur le plan énergétique, de reconstituer les réserves en énergie. Sans sommeil, la première fonction qui est altérée, c'est l'éveil. On se sent d'abord somnolent, on a une diminution de notre capacité d'attention, et puis également, on va avoir une dégradation des processus cognitifs plus complexes, la prise de décision, également l'humeur, les capacités de réflexion. Ce test va nous permettre de savoir si, après ta privation de sommeil, ta réactivité au froid est modifiée ou pas. Avec son équipe, le médecin-chef Fabien teste la résistance de 4 sujets à la fatigue. 4, 3, 2. Pendant plus de 40 heures, ces 4 militaires doivent rester éveillés et réaliser des tests cognitifs et des séries d'exercices. Ce qui caractérise les activités militaires, c'est qu'elles ont lieu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qu'elles peuvent être également sur des durées étendues, pendant 20, 30, 40 heures. Et cela perturbe le rythme veille-sommeil, induit une dette de sommeil qui peut être une dette de sommeil aiguë, je fais une nuit blanche, ou alors une dette de sommeil chronique, c'est-à-dire je vais dormir 5 à 6 heures par nuit, et ce pendant parfois plusieurs mois. La dégradation des performances cognitives et psychomotrices débute dès la 26e heure de privation de sommeil, ce qui n'est pas sans conséquences. Alors détends-toi bien. Est-ce que tu peux fermer les yeux, Megan, s'il te plaît? Sur le long terme, les dettes chroniques de sommeil favorisent l'apparition de pathologies. On a plus facilement des infections ORL, pulmonaires. On peut également avoir des blessures qui sont favorisées par la dette de sommeil. Et puis, à long terme, au bout de plusieurs années, la dette de sommeil favorise l'apparition de pathologies cardiovasculaires, des infarctus du myocarde, le diabète et même également l'apparition de certains cancers. Tu pars dans 3, 2, 1. C'est parti, allez Véronique, allez, donne tout, allez, c'est bien, allez, continue, stop, c'est super. Donc les principales contre-mesures qui permettent d'améliorer sa tolérance à la privation de sommeil, c'est tout d'abord d'avoir un sommeil de qualité, dans des bonnes conditions, l'obscurité, le calme, avec une durée suffisante et principalement un sommeil qui est pris de nuit. On a démontré par des études de laboratoire que si on pratique une activité physique régulière, ce qui est le cas chez un grand nombre de nos militaires, on est plus résistant à la privation de sommeil et on récupère beaucoup plus vite à l'issue de celle-ci. Ensuite, il y a des contre-mesures qui sont utilisées au cours de la dette de sommeil, comme la sieste, l'exposition à la lumière, l'utilisation de la caféine, qui permettent de limiter la dégradation des performances. Dans le cas d'opérations spécifiques, un médicament éveillant peut être prescrit. Son utilisation est régie par un texte de loi très strict. On ne peut utiliser pour maintenir un militaire éveillé qu'une caféine à libération prolongée qui est mise dans un médicament qui est sous forme d'éponge et qui va du coup se libérer pendant 6 à 8 heures. C'est le seul médicament que l'on utilise. D'autres pays utilisent d'autres médicaments, par exemple utilisent l'amphétamine pour maintenir leur personnel éveillé.
Nous ne souhaitons pas utiliser ces médicaments. Ce qu'on veut, c'est un militaire qui est certes éveillé, mais avec toutes ses capacités mentales. Par contre, les médecins des forces peuvent utiliser, dans le cadre de cette instruction, des médicaments qui peuvent favoriser le sommeil dans certaines situations. Pour le militaire en opération, qui fait une mission de nuit, qui doit dormir 2 jours, mais cela est très encadré et soumis à une prescription médicale. Veiller durant de longues heures tout en restant vigilant. Voilà le défi que doivent relever au quotidien nos militaires. Récemment, des pilotes Rafale ont réalisé un vol record de plus de 12 heures, aux limites des capacités physiques de l'équipage. Salut les gars. Salut. Direction la base aérienne de Saint-Dizier, à la rencontre d'un de ses pilotes. En opération, la mission, elle peut durer de 4 à 7 heures. Après, on peut aller jusqu'à le maximum, en ce moment, c'est 12 heures. C'est vraiment pour des missions stratégiques. Des périodes denses, dans ces périodes denses, il n'y a aucun problème parce que le stress et la concentration augmentent un peu le rythme cardiaque, du coup, il n'y a pas de problème d'endormissement. Et pendant les phases un peu plus tranquilles, soit on discute entre équipages, soit on essaie de prendre part à la radio à d'autres missions qui sont pas trop loin. Pourquoi en voiture, au bout d'1 heure, on est capable de s'endormir au volant alors que dans un avion, non? En fait, sans le savoir, on est continuellement en activité. Le cerveau est tout le temps en train de rechercher des informations, des calculs de carburant, des changements de fréquence radio. On a toujours une activité qu'on n'aurait pas en voiture. Dans les airs, les performances physiques et physiologiques peuvent être altérées. Pour garantir la sécurité des vols, les médecins aéronautiques sensibilisent régulièrement les personnels navigants aux effets de la fatigue. C'est un pilote qu'on a vu ce matin. Et ça, c'est le CG antérieur? Oui, l'année dernière. La fatigue dans l'aéronautique, c'est une problématique qui est constante, qui est expliquée par de très nombreux facteurs. Ils tiennent plus spécifiquement à ce qu'on appelle les contraintes aéronautiques, l'hypoxie avec une discrète hypobarie, les variations thermiques, l'air sec dans les cabines pressurisées, le confinement, les accélérations dans les aéronefs de chasse sont des éléments qui peuvent être source de fatigue. Le pilote, il est suivi périodiquement, tous les 6 mois. Et le médecin peut détecter éventuellement des pathologies qui pourraient être source d'hypovigilance, de somnolence à l'intérieur des aéronefs. Le médecin va aussi l'aider avec le service des sports à sa préparation physique. Il faut qu'il ait une excellente hygiène de vie. Il faut que le sommeil soit d'excellente qualité. Et il peut se servir des techniques d'optimisation du potentiel. Des missions extrêmes à la fois dans les airs, mais aussi sous l'eau. À bord des sous-marins, la mauvaise qualité du sommeil n'est pas une légende. Le sommeil est organisé grâce à notamment 2 hormones, la mélatonine pour s'endormir, le cortisol pour se réveiller. Et donc cette horloge biologique qui repose notamment, mais pas que, mais sur ces 2 hormones, on a besoin de lumière naturelle pour organiser ce rythme hormonal. Et sans cette lumière naturelle à bord d'un sous-marin, on l'a plus, on perd un petit peu l'effet horloge biologique. Et donc on a un sommeil qui est de moins bonne qualité, désorganisé, et donc on est plus fatigué. Numéro 240. Numéro 240. Le fait de ne pas avoir la lumière naturelle pendant 60-90 jours d'affilée, sur sous-marin, on a montré que ça pouvait s'apparenter un petit peu à de l'hiver polaire. C'est-à-dire qu'on a, c'est pas tout à fait pareil, un petit syndrome de dépression saisonnière qui s'installe, parce que les sous-mariniers, intuitivement, ont appelé le syndrome de J40. Au 40e jour, on se sent plus ralenti, moins performant. La vie en mer est rythmée par l'écart. Ce sont des tranches horaires pendant lesquelles les marins travaillent soit à leur spécialité, soit à l'entretien du navire ou sont au repos. Et cela de jour comme de nuit. Dans les sous-marins, ce rythme irrégulier est plus dense, en raison d'un personnel restreint à bord. On parle alors de tiers sec. Et donc le tiers sec, c'est 3 opérateurs pour couvrir ces quarts. Et chez quelqu'un qui tourne en tiers sec, au bout de 60 jours, c'est comme s'il avait fait 10 nuits blanches. Donc ça, on voit très bien qu'au bout de quelques jours, on est extrêmement fatigué. Et donc la crainte, c'est l'hypovigilance, l'erreur humaine, et tout ça, c'est multiplié de façon exponentielle par la fatigue induite par la privation de sommeil de ces rythmes de quart. Alors, vous avez accumulé de la fatigue, donc faut pas se stresser, c'est normal.
Vous allez partir en tiers sec pendant votre mission là. Alors, il faut essayer de faire des siestes dès que vous pouvez. Après, si vous avez l'opportunité de dormir plus, il faut essayer de se coucher, d'avoir une technique pour s'endormir. Il ne faut pas d'écran. Le groupe est fatigué, chaque individu est fatigué par son rythme de quart. Et ben, on peut espérer que des erreurs qui sont faites par l'individu soient rattrapées par le reste du groupe. Après, on enfonce une porte ouverte, mais il faut dormir. Tout ce qu'on peut. Il faut essayer de récupérer ces fameux cycles de sommeil qu'on a perdus, faire des siestes. Et dans le 1-0-1, les gars. 1-0-1, vous avez un cargo, là. Un manque de sommeil aggravé par une utilisation accrue d'écran qui peut avoir des effets pervers. Avant, dans un sous-marin, les gens n'avaient pas leur ordinateur personnel, ou leur tablette, ou leur écran. Un des gros travers qui est pris par les sous-mariniers actuellement, c'est que la personne sort de quart, va se coucher, il ouvre son écran, il regarde un film. Et ça, nous, les médecins, on leur dit ça, il ne faut pas faire. Ça diminue le lien social à bord, mais en plus, ça a un impact direct sur la qualité de l'endormissement. Concilier sommeil et performance opérationnelle est un vrai enjeu pour les armées. L'Académie des forces spéciales de l'armée de terre prend très au sérieux cette problématique. Elle a d'ailleurs mis en place des actions pour sensibiliser ces hommes. Une mission de force spéciale, c'est une longue période d'attente, mais en revanche des mobilisations très rapides sur une intervention. Nous sommes des sportifs de haut niveau très particuliers. On doit, sur une période de 2 à 4 mois, en fonction des spécialités, être capable de mobiliser ses capacités au claquement de doigts. C'est pas planifié sur les 4 mois. Et pour préparer au mieux leur mission, l'Académie encourage ces hommes à pratiquer des techniques d'optimisation du potentiel. Prenez conscience de chaque inspiration et de chaque expiration. Ici et maintenant, vous pouvez vous étirer, vous frotter le visage. Nous avons réalisé depuis plusieurs années que nous avions beaucoup de pertes psychologiques. Et un des facteurs communs des pertes psychologiques, c'est la fatigue. Plus vous allez augmenter la partie technologique, plus il faut augmenter l'entraînement du commando, et notamment sa préparation mentale. Donc le soldat augmenté pour les forces spéciales, c'est quelqu'un qui gère son sommeil et qui sait séquencer son sommeil en petits tronçons. Par des systèmes de micro-siestes ou de siestes rapides qui vont permettre à l'opérateur, durant la mission, mais dans les phases de relâche, de pouvoir se reposer dans ces moments clés. C'est tout en naturel, c'est tout en préparation mentale. C'est la remise en confiance des individus, c'est leur apprendre qu'effectivement, il y a des moments où ça va faire mal, des moments qui vont être douloureux, mais quand on l'anticipe, le cerveau l'intègre un peu mieux et le gère de façon plus positive. Mike, Alpha, India. On est vraiment dans l'individualisation de la gestion de la fatigue. Et derrière le garçon, quand on lui dira, bon écoute, on estime que tu es fatigué à tel niveau, on te conseille de faire tel type de récupération, de la micro-sieste, la sieste sous hypnose ou un autre mode de récupération. Pour favoriser cette récupération, la structure s'est même dotée d'un fauteuil sensoriel. Ok Chris, on vient d'essayer la petite immersion de quelques minutes pour que tu puisses ressentir ces sensations. Je vais t'enlever ce casque. Super. Hein. J'aimerais avoir tes petites impressions par rapport à... Ah, c'est génial. Depuis 2017, l'Académie a mis en place un séminaire sur l'augmentation du potentiel et la gestion de la fatigue opérationnelle. Objectif, accroître les performances des forces spéciales tout en faisant de la prévention sur les risques psychologiques. Combien de fois vous avez pris la voiture pour les gens qui conduisent et vous êtes arrivé à la maison et vous ne vous rappelez pas des 5 derniers kilomètres? Plus vous êtes fatigué, moins vous gérez effectivement la partie frustration, gestion du stress et mobilisation intellectuelle. Donc plus on va permettre aux gens d'être reposés, plus ils auront le sentiment de savoir gérer leur frustration, meilleurs ils seront dans la conception, puis derrière la réalisation des opérations. Le manque de sommeil et la fatigue opérationnelle sont l'objet d'une vigilance particulière par les spécialistes de la santé mentale du service de santé des armées. Psychiatres et psychologues militaires distinguent d'une part les effets du stress liés aux contraintes opérationnelles et d'autre part ceux qui sont générés par un traumatisme psychique pouvant évoluer vers un état de stress post-traumatique. On sait que la fatigue opérationnelle peut être un facteur de risque dans un climat d'engagement très dense et il n'y a pas de causalité linéaire entre un facteur de risque et l'émergence de l'état de stress post-traumatique. Mais la question de la fatigue doit naturellement être prise très au sérieux pour que le combattant puisse mobiliser ses ressources à tout moment et en particulier dans cet instant de la rencontre traumatique s'il y a rencontre traumatique.
L'état de stress post-traumatique résulte de la perturbation de l'équilibre psychique en relation avec un événement dit traumatique. Une rencontre soudaine, fulgurante et imprévisible avec la mort, la sienne ou celle d'autrui. Les caractéristiques de cette réaction psychique sont marquées par 3 grandes catégories de symptômes. Les reviviscences, à l'état de veille, les flashbacks. À la nuit, les fameux cauchemars réplicatifs. La scène se revit à l'identique, on l'appelle le cauchemar traumatique. On a également des symptômes de la lignée plutôt de l'hypervigilance, de l'hyperéveil, qui peut avoir des incidences aussi sur le sommeil. Et puis enfin, des symptômes marqués par l'évitement, le repli social, l'agoraphobie. Quelqu'un qui est épuisé, il n'aura pas tendance à aller vers les soins, à aller vers le camarade. Donc il faut vraiment considérer la fatigue opérationnelle comme un facteur de risque psychique qui doit être pris en compte par le service de santé des armées, mais aussi par le commandement dans l'organisation du cycle de la vie opérationnelle. Les imbrications entre le sommeil et l'état de stress post-traumatique sont à la fois sous-estimées et très complexes. Il y a probablement un phénomène de cercle vicieux finalement. L'état de stress post-traumatique, la pathologie génère un sommeil de mauvaise qualité. L'insomnie chronique vient contribuer à ce que la pathologie se chronicise, que les phénomènes s'entretiennent comme ça. Et donc, vous comprenez bien que état de stress post-traumatique, trouble du sommeil chronique, insomnie chronique, état de stress post-traumatique, et ça se répond comme ça. Et c'est en ça qu'il y a un vrai intérêt à pouvoir dépister le plus précocement possible cette pathologie, de manière à ce que les personnes atteintes puissent rencontrer un professionnel de santé rapidement, avant que la pathologie soit chronique. Centre national des sports de la défense à Fontainebleau. Pour affronter un manque de sommeil, pas de solution miracle, mais un ensemble de mesures préventives et récupératrices. Parmi elles, les TOP, ou techniques d'optimisation du potentiel. Petit échauffement à l'issue duquel vous partirez faire un tour complet. Les experts TOP organisent avec nos médecins-chercheurs, experts du sommeil, un stage sur la gestion de la fatigue pour les moniteurs de sport. Donc les techniques d'optimisation du potentiel s'appuient sur 3 piliers qui sont la respiration, la relaxation et l'imagerie mentale. C'est de la gestion émotionnelle en fait, pour être toujours adapté. C'est comme aux échecs, c'est avoir ce fameux coup d'avance sur ce qui va venir, de façon à pouvoir faire face au cas où. Vous montez tous les 4 sur le tapis et vous débrouillez pour vous retrouver sur l'autre face du tapis, sans jamais poser un pied à côté. D'accord ? Tu les recules un peu toi. Pendant 40 heures, ces moniteurs vont être maintenus éveillés. Au programme, tests cognitifs et physiques. Le but, constater par eux-mêmes les effets de la fatigue sur la dégradation de leur performance. C'est toujours plus facile de parler de quelque chose qu'on a vécu plutôt que de parler de choses théoriques qu'on a lues dans un bouquin. Les gens, ça va leur parler et ils changeront leurs habitudes. Ça a été prouvé. Et puis, de toute façon, voilà, celui qui a des problèmes, je pense que ça peut vraiment être quelque chose qui va l'éclairer sur son comportement et comment changer son comportement. Yes. À leur retour dans leur unité, ces moniteurs de sport devront sensibiliser leurs collègues sur la gestion de la fatigue. L'objectif prioritaire, c'est de rendre les gens autonomes. Parce que les militaires sont projetés partout, on ne peut pas avoir à chaque fois un moniteur près de soi pour prodiguer la séance. Vous vous servirez d'une technique qu'une seule fois, mais ça sera cette fois-là où elle aura été judicieuse et qu'elle vous aura permis de franchir le cap. 23 heures viennent de sonner. Les stagiaires débutent leur première épreuve de la nuit, l'équitation. Quand la main elle arrive comme ça, il a peur. Parce qu'il ne sait pas si c'est une caresse ou une claque dans le groin qu'il va prendre. D'accord ? Donc votre main, elle est à plat et elle arrive par le bas. Et là, vous pouvez avoir accès au-dessous de sa figure, à sa joue, aux oreilles, et puis après, c'est parti. La tâche n'est pas simple. Il faut savoir gérer ses émotions et celles de son cheval. Je suis médecin du service de santé des armées et que la fatigue, c'est un motif de consultation qui est assez fréquent. Et donc j'ai ressenti le besoin de me former un peu plus et ce stage était une belle découverte pour commencer à avoir des notions intéressantes à donner à mes patients. On se rappelle sur les histoires de balance de perception de la situation, c'est pas forcément l'activité qui est stressante, mais d'un coup, comme j'ai beaucoup de mal à intégrer les informations, à comprendre ce qu'on me demande, mon stress va forcément augmenter. Ils vont remplir des questionnaires tout au long du stage et on va voir la subjectivité justement de « je pense que je suis encore assez performant » alors que les indicateurs des questionnaires nous montrent qu'on a dégradé nos fonctions tout au long de la nuit de privation. La nuit se prolonge par un jeu de piste dans la forêt.
En petits groupes, ils vont devoir résoudre une dizaine d'énigmes. Mais la pluie et le froid viennent corser l'affaire. On a suivi tout ça et on est arrivé là. 49, c'était là, voilà, 49. Donc on est arrivé là. Donc on cherche un arbre jumeau, un banc, la clôture c'est déjà passé, une souche ou un tronc. 4 individus qui peuvent être résistants à la privation de sommeil, lorsqu'ils sont associés ensemble, vont former un groupe qui va être parfois très dégradé par la privation de sommeil, parce que le groupe ne se hiérarchise pas, ne s'organise mal au cours de la nuit. En effet, pour pouvoir affronter une nuit de travail, il faut s'organiser, il faut anticiper, il faut se hiérarchiser, il faut donner des ordres qui soient clairs, il faut se vérifier, se partager les tâches. Nous leur interdisons de consommer du café, on fait pour 2 raisons. La première, pour leur montrer que s'ils consomment souvent de la caféine, plus de 3 cafés par jour, lorsqu'ils vont être en situation opérationnelle, ils ne pourront pas avoir accès au café, cela va déjà dégrader leur performance et les rendre somnolents. On essaie de les convaincre qu'il faut au quotidien diminuer sa consommation pour ne pas être dépendant de la caféine. Et qu'ensuite on puisse voir l'efficacité de contre-mesures comme la sieste qui sont plus efficaces que la caféine. Pour récupérer de leur nuit blanche, pas de café, mais une sieste guidée par un autre expert top. Le tout étant d'être dans la meilleure position possible afin de récupérer. Donc ça nous pique un peu et ça vient nous chercher, mais après voilà. On résiste avec les techniques, on arrive à résister assez facilement, ou on met des stratégies en place de façon à essayer d'être le plus optimum possible. Plutôt que d'avoir des écrans, j'ai essayé d'imaginer des coups de poing qu'il fallait que j'esquive et voilà comment j'arrive à rester éveillé. Mais si je vois que des chiffres, c'est compliqué à rester éveillé. Au petit matin, une dernière épreuve les attend, la piscine. Ils devront mettre en pratique les techniques qu'ils ont apprises pour tenir le coup. Je vous laisse aller dans l'eau, c'est parti. Il n'y a pas de méthode magique, il n'y a pas de méthode unique pour résister au manque de sommeil. Par contre, il y a une boîte à outils de méthodes qui permettent d'être plus résistant à la privation de sommeil, comme l'augmentation de la durée de sommeil, sommeil de qualité avant, des siestes, la préparation mentale. Et surtout, on peut enchaîner des périodes d'activité opérationnelle sans tomber dans un cercle de fatigue qui va peut-être une fatigue qui devient une fatigue chronique. Tout au long de l'année, Expert Top et médecins-chercheurs, experts du sommeil, collaborent étroitement sur la gestion de la fatigue. L'intérêt pour travailler avec les experts top, c'est pouvoir me confronter à la réalité du terrain avec des moniteurs top qui reviennent d'opérations extérieures. Donc je leur propose des stratégies et cela permet de vérifier avec eux que cela est bien utilisable dans les forces. Ça permet finalement d'avoir un lien entre l'enseignement, la recherche et les acteurs de terrain sur l'utilisation de ces techniques qui nous permettent d'affronter un engagement opérationnel très fort en France et également en opération extérieure. En opération extérieure comme sur Barkhane, où des moniteurs top organisent des séances dès que l'activité opérationnelle le permet. Vous pouvez fermer les yeux. C'est vous qui décidez. Vous pouvez aussi garder les bras le long du corps ou sur le corps. C'est vous qui décidez. Vous êtes là dans le but de vous détendre et de vous relaxer. La sensibilisation au début est un petit peu compliquée parce qu'il faut déjà gagner leur confiance et faire tomber beaucoup d'a priori sur les tops. Mais après, à travers tout un panel de techniques de relaxation, où chacun vient piocher dedans ce qu'il a besoin, et ils prennent conscience que ça a un effet sur l'organisme. Une fois que vous aurez effectué vos 5 respirations complètes relaxantes, je vous propose de relâcher tous vos muscles. La respiration complète, c'est la respiration sur 3 étages, avec le gonflement du ventre, le soulèvement de la cage thoracique, les épaules qui montent à l'inspiration. Et à l'expiration, on déplie la chaussette dans l'autre sens, les épaules rentrent, la cage thoracique se dégonfle et le nombril, on imagine que notre nombril veut toucher notre colonne vertébrale. Alors ce que je propose au personnel qui viennent aux séances, c'est un petit exercice le soir tout simple, au moment où ils se glissent dans leur lit, d'effectuer 3 ou 5 respirations complètes relaxantes et d'associer à cette respiration une image de détente qui va leur permettre de s'endormir plus vite. Les travaux de recherche et l'expertise de nos médecins du sommeil n'ont cessé d'améliorer les conditions de vie des soldats. Ils continuent à s'intéresser aujourd'hui à des technologies innovantes censées faciliter l'endormissement et améliorer le sommeil profond. Des dispositifs inventifs qui devraient peut-être un jour équiper les forces armées. Et voilà, au dodo. Allez, bonne nuit. Face à des missions de plus en plus longues et intenses, le sommeil ne doit pas être une variable d'ajustement. Il est important que les militaires veillent à sanctuariser leurs moments de repos.